Ma sœur a été emmenée d'urgence à l'hôpital, alors j'ai accueilli ma nièce de 5 ans. J'ai préparé un steak haché pour le dîner, mais elle a arrêté de manger à mi-chemin. « Tu n'as plus faim ?» ai-je demandé. Elle s'est levée et a dit « Je dois apporter ça à maman. » L'hôpital a de la nourriture pour elle, ai-je dit. Elle a secoué la tête, la voix tremblante. Si je ne l'apporte pas, parce que maman. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Après avoir terminé ma garde de nuit de 12 heures, je traînais ma carcasse épuisée jusqu'à mon appartement. Le travail d'infirmière en pédiatrie est éprouvant, tant physiquement que mentalement. Cette nuit-là, j'étais resté collé au chevet d'un bébé fiévreux et je venais tout juste de réussir à stabiliser ses symptômes. Tout ce que je voulais, c'était prendre une douche et dormir. Au moment où je déverrouillais ma porte d'entrée, mon portable sonna. C'était ma mère, Patricia. Elle n'était pas du genre à appeler sans raison valable et j'eus immédiatement un mauvais pressentiment. « Meredith, j'ai besoin que tu ailles chez Lorraine tout de suite », déclara la voix de ma mère, aussi plate et factuelle que d'habitude. Lorraine est tombée dans les escaliers et elle est à l'hôpital. Tu dois récupérer Zoé. Ma sœur Lorraine était à l'hôpital. En un instant, ma fatigue s'évanouit. J'essayais de demander des détails, mais ma mère avait déjà raccroché. C'était typique d'elle, elle ne disait jamais plus que le strict minimum. Je changeai rapidement de vêtements et montai dans ma voiture. La maison de Lorraine se trouvait dans un quartier huppé. Son mari, Derek, dirigeait une agence immobilière prospère et il vivait dans une impressionnante maison individuelle. Lorsque j'arrivai devant la porte d'entrée, Derek m'attendait déjà, la porte ouverte. Il était habillé comme à son habitude, avec une chemise repassée et un pantalon chino, mais son visage portait des signes évidents de fatigue. « Merci d'être venu, Meredith. » Ma femme a été imprudente, soupira Derek en parlant, sa voix mêlant inquiétude et épuisement. J'entrai dans la maison. Le salon était parfaitement organisé, pas un seul magazine ne dépassait. Sur le canapé était assise Zoé, 5 ans, silencieuse comme une statue. « Sois sage chez ta tante, d'accord ?» dit Derek d'une voix douce en tapotant la tête de sa fille. Zoé hocha légèrement la tête sans dire un mot. Je m'agenouillai pour essayer de croiser son regard, mais elle gardait les yeux fixés au sol. « Est-ce que Lorraine va s'en sortir ?» demandai-je à Derek. « Le médecin veut la garder en observation. Je vais aménager mon emploi du temps pour être avec elle autant que possible, répondit-il avec un sens des responsabilités palpables. Derek était actif dans des œuvres caritatives locales et connu dans le quartier comme un mari et un père exemplaire. J'avais toujours pensé qu'il était un bon mari pour ma sœur. Lorsque j'installai Zoé dans la voiture, elle se recroquevilla sur la banquette arrière. Je la regardai dans le rétroviseur et lui parlai d'une voix enjouée. « Tu as faim ? Il y a quelque chose que tu aimerais manger ?» Zoé secoua la tête. « Je dois d'abord demander à papa. » Sa voix était si faible que je pouvais à peine l'entendre. Je souris, « Tu n'as pas besoin d'être timide. Il n'y a que toi et moi, alors dis-moi ce qui te ferait plaisir. » Mais Zoé resta silencieuse. Je me dis qu'elle était peut-être simplement à un âge où l'on est timide, et je ne m'en inquiétais pas outre mesure. Arrivé à mon appartement, je montrai la chambre d'amis à Zoé. C'était petit, mais il y avait un lit et un bureau, et la fenêtre donnait sur les arbres bordant la rue. « C'est ta chambre pour l'instant. Fais comme chez toi. » J'essayai de paraître aussi joyeuse que possible, mais Zoé resta debout dans un coin de la pièce sans bouger, comme si elle essayait de se fondre dans le mur. Je lui donnai à dîner et nous regardâmes la télévision ensemble. Zoé fixait l'écran mais ne riait jamais et ne montrait presque aucune réaction. La nuit venue, épuisé, je retournai dans ma chambre. Avant de m'endormir, je décidai de vérifier une dernière fois comment allait Zoé. J'ouvris doucement la porte pour la trouver recroquevillée au bord du lit. La couverture était tombée au pied du lit et rien ne la couvrait. Je m'approchai silencieusement, ramassai la couverture et la posai sur elle. À ce moment-là, le corps de Zoé sursauta et elle se réveilla. Ses grands yeux me fixèrent, puis j'entendis une petite voix, « Je suis désolé. » Pourquoi s'excuse-t-elle ? J'étais confuse, mais je souris doucement. « Tout va bien. Bonne nuit. » Zoé referma les yeux. Je quittai la pièce et m'allongeai dans mon propre lit, me disant qu'elle avait peut-être fait un mauvais rêve, comme le font souvent les enfants. Le lendemain matin, je me levai tôt pour préparer le petit déjeuner de Zoé, des toasts et des œufs brouillés avec du jus d'orange. Simple, mais le genre de menu que les enfants aiment habituellement. Zoé s'assit à table et commença à manger tranquillement. Elle maniant sa fourchette avec précaution et ne renversa rien.
Je pensais qu'elle était une enfant bien élevée. Mais alors qu'elle avait mangé environ la moitié, Zoé s'arrêta soudainement. Il restait encore de la nourriture dans son assiette. « Tu es rassasié ?» demandai-je. Zoé hocha légèrement la tête, mais ses yeux restaient fixés sur l'assiette, comme si elle regrettait de laisser le reste. Je supposais qu'elle avait simplement un petit appétit et ne posait pas plus de questions. Avant mon service du matin à l'hôpital, je décidai de rendre visite à ma sœur. Lorraine était dans une chambre privée au 3e étage. Lorsque j'ouvris la porte, ma sœur était allongée dans le lit près de la fenêtre. Elle avait des ecchymoses violettes sur le visage et un plâtre au bras gauche. En consultant son dossier médical, je vis qu'elle avait aussi 2 côtes fracturées. « Lorraine » dis-je en m'asseyant à son chevet. Lorraine sourit, mais il y avait quelque chose de forcé dans son expression. « Meredith, tu es venue. Est-ce que Zoé va bien ? » « Oui, c'est une petite fille calme et sage. Mais regarde-toi, ses blessures sont terribles. » Lorraine haussa légèrement les épaules. « Maladroite, n'est-ce pas ? J'ai glissé dans les escaliers. C'est embarrassant. » Elle essaya de rire, mais le mouvement dut lui causer de la douleur car elle grimaça. J'allais dire quelque chose quand la porte s'ouvrit. Derek entra en portant un gros bouquet de fleurs. « Meredith, je ne savais pas que tu étais là. » Derek sourit chaleureusement et arrangea les fleurs dans un vase, puis il se tint au chevet de sa femme et lui prit doucement la main. « Je viens tous les jours. Je veux juste qu'elle se rétablisse vite. » Lorraine leva les yeux vers son mari et sourit, mais l'épuisement transparaissait dans son expression. Je me sentis de trop et quittai la pièce peu après. Quelques jours passèrent. En passant plus de temps avec Zoé, je commençai à remarquer des schémas dans son comportement. Petit déjeuner, dîner, elle s'arrêtait toujours exactement à la moitié de chaque repas. Même lorsqu'elle devait avoir faim, elle ne finissait jamais son assiette. Elle était aussi très sensible au bruit. Lorsqu'une porte se fermait, que de la vaisselle s'entrechoquait ou que j'élevais la voix ne serait-ce qu'un peu, son corps se raidissait. Les nuits étaient particulièrement difficiles. Zoé se réveillait fréquemment, murmurant quelque chose d'une petite voix. Une nuit, je m'arrêtai devant sa porte et écoutai attentivement. Je serai sage. Je serai sage. Je le ferai bien. C'étaient les mots qu'une enfant de 5 ans se répétait au milieu de la nuit. J'avais le cœur serré. Le lendemain, j'appelai ma mère. Je suis un peu inquiète pour Zoé. Elle laisse toujours la moitié de sa nourriture et elle se réveille plusieurs fois pendant la nuit. S'est-il passé quelque chose chez Lorraine ? La réponse de ma mère fut sèche, cette enfant est juste nerveuse. Elle tient de Lorraine. Ne la gâte pas trop. Les enfants en profitent si tu les laisses faire. C'est tout ce qu'elle dit avant de raccrocher. Je restai là, tenant le téléphone un moment. Ma mère avait toujours été ainsi, froide et distante, mais cela ne ressemblait pas à un caprice d'enfant gâté. Pendant ma pause au travail, j'abordai ma collègue, le docteur Hélène Carter. Hélène était spécialisée en psychologie infantile et en savait plus que quiconque sur le comportement des enfants. « Hélène, j'ai besoin de te demander quelque chose. » Nous nous assîmes à la cafétéria de l'hôpital. Ma nièce, dont je m'occupe, laisse toujours la moitié de sa nourriture. Elle semble avoir faim, mais elle s'arrête toujours exactement à la moitié. Hélène prit sa tasse de café et réfléchit un instant. Les enfants ont toutes sortes de raisons. Cela pourrait être le changement d'environnement. Donne-lui du temps. Certains enfants ont besoin d'un moment pour s'adapter au nouveau lieu. J'acquiesçai. Cela pouvait certainement être ça. Après tout, Zoé avait été soudainement séparée de sa mère. Mais ce soir-là, les choses changèrent. En rentrant du travail, je trouvai Zoé dans la cuisine, cherchant quelque chose. Elle ouvrait les tiroirs, regardait sur les étagères. Il y avait une urgence dans ses mouvements. « Zoé, qu'est-ce qui ne va pas ?» À ma voix, Zoé se retourna. La peur était inscrite sur son visage. « Du film plastique. Je dois emballer la nourriture. »« De la nourriture ? Mais tu as déjà dîné, non ?» Zoé se tut. Je m'agenouillai pour essayer de croiser son regard, mais elle détourna les yeux. Le lendemain, je décidai de donner un bain à Zoé. Elle résista au moment de se déshabiller, mais je la persuadai doucement et l'aidai à enlever ses vêtements. C'est alors que j'eus un haut-le-cœur. Le dos de Zoé était couvert de vieux bleus. Certains viraient au jaune en s'estompant, d'autres étaient encore bleu-violet. « Zoé, qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Ma voix tremblait. Zoé répondit d'une petite voix, « Je suis tombée. »« Quand ? » Je ne me souviens pas. Elle ne me regardait pas dans les yeux. Je sentis quelque chose s'effondrer en moi. Ce n'étaient pas des blessures dues à des chutes normales. En tant qu'infirmière,
Je savais que c'étaient les marques d'une violence répétée. Cette nuit-là, je ne pus dormir. J'entendis la voix de Zoé depuis la pièce voisine. Elle semblait faire un cauchemar. J'ouvris doucement la porte et m'assis à son chevet. Les yeux toujours fermés, Zoé murmurait quelque chose. « Je suis désolé. Je le ferai bien. S'il te plaît, ne frappe pas maman. » Tout mon corps se glaça. « Je serai sage. S'il te plaît, ne frappe pas maman. » Ce n'étaient pas des mots qui devraient sortir de la bouche d'une enfant de 5 ans. Je touchai le front de Zoé avec des mains tremblantes. Elle était en sueur. Le lendemain matin, je contactai Hélène à nouveau. Cette fois, nous parlâmes dans son bureau, pas en salle de pause. Je lui racontai tout, les schémas comportementaux de Zoé, les bleus sur son dos et les mots qu'elle prononçait la nuit. L'expression d'Hélène changea. Elle me regarda avec un visage grave. Meredith, ce sont des comportements typiques d'un enfant maltraité. Je le comprenais intellectuellement, mais mon cœur refusait de l'accepter. Les enfants essaient de protéger leurs parents, surtout quand on leur a appris que s'ils agissent comme un bouclier, leur parent ne sera pas blessé. Hélène poursuivit, laisser la moitié de la nourriture pourrait être une sorte de comportement rituel. Elle pourrait suivre une règle imposée par l'abuseur. Je m'enfonçai dans ma chaise. Ce Derek Polly, cet homme honoré comme un citoyen exemplaire dans la communauté? Mais les mots de Zoé n'étaient pas des mensonges. Les bleus, la peur nocturne, tout était réel. Qu'est-ce que je dois faire? Ma voix était rauque. D'abord, construis la confiance avec Zoé. Ne te précipite pas. Créer un environnement où elle se sent en sécurité est la priorité absolue. Ensuite, tu devras rassembler des preuves. Hélène me serra la main. C'est quelque chose que seul toi peux faire, Meredith. Tu es peut-être la seule à pouvoir sauver cet enfant. Le 5e matin où je gardais Zoé, je décidai de prendre ma journée. J'appelai l'hôpital pour dire que j'avais besoin d'un congé personnel. Je voulais du temps pour être vraiment avec Zoé. Après le petit déjeuner, je lui posai une question. « Aimerais-tu aller au parc avec moi aujourd'hui ?» Zoé parut un peu surprise, puis hocha légèrement la tête. Nous allâmes au parc du quartier. Le soleil d'automne était agréable et les feuilles des arbres commençaient à virer au rouge et au jaune. Zoé monta sur la balançoire. Quand je la poussai doucement, un faible sourire apparut au coin de sa bouche. C'était le premier vrai sourire que je voyais en 5 jours. Sur le chemin du retour, nous passâmes devant un marchand de glace. « Tu veux une glace ?» Quand je lui demandai, Zoé hésita un instant, puis acquiesça. Elle choisit le parfum fraise et la lécha lentement avec sa petite langue. En la regardant, je sentis une chaleur dans ma poitrine. Cet enfant méritait plus de sourire. Elle devrait pouvoir être plus enfantine, plus innocente. De retour à la maison, je demandai à Zoé ce qu'elle voulait pour le dîner. « Qu'est-ce que tu aimerais manger ce soir ?» Zoé répondit timidement, « Des hamburgers. »« Ça a l'air bon. Faisons-les ensemble. » Nous nous tâmes dans la cuisine à pétrir la viande hachée et à façonner les steaks. Zoé s'appliquait avec ses petites mains pour leur donner une forme ronde. Quand les hamburgers furent cuits, ils remplirent la pièce d'un arôme merveilleux. Je dressai la table avec les hamburgers, de la purée de pommes de terre et des petits pois. Voilà. Bon appétit. Les yeux de Zoé s'illuminèrent alors qu'elle prenait sa fourchette et son couteau. Elle coupa joyeusement le hamburger et le porta à sa bouche. Je la regardai avec un sourire. C'est bon? Ouais. Il y avait une clarté dans la voix de Zoé que je n'avais jamais entendue auparavant. Mon cœur se réchauffa. Cette enfant était naturellement joyeuse. Elle avait juste été brisée par quelque chose. Mais quand Zoé eut mangé environ la moitié, quelque chose changea. Ses mains s'arrêtèrent. Elle posa sa fourchette sur l'assiette et fixa le hamburger. Je pris la parole. « Tu es déjà rassasié ?» Zoé secoua la tête. Puis elle descendit de sa chaise. Je me sentis anxieuse. C'était encore le même schéma. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, je devais demander. « Zoé, pourquoi ne manges-tu que la moitié ?» Zoé resta là, silencieuse. Je voyais son petit corps trembler. Je dois apporter ça à maman. Sa voix était petite, mais je l'entendis clairement. L'hôpital a de la nourriture pour maman. Elle peut manger correctement là-bas, dis-je doucement. Mais Zoé secoua violemment la tête. Les larmes montèrent à ses yeux. Non. La voix de Zoé tremblait. Si je ne la porte pas, parce que maman? Je me levai et m'agenouillai devant Zoé, à sa hauteur. Zoé, tu peux tout manger ici. L'hôpital s'occupe bien des repas de maman. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Des larmes coulaient sur les joues de Zoé. Ses petites lèvres tremblaient. Et puis,
Comme une digue qui rompt, les mots se déversèrent. Mais papa a dit? Qu'est-ce que papa a dit? Ma voix tremblait aussi. Si je n'apporte pas la moitié, maman ne peut pas avoir de nourriture. J'eus le souffle coupé. J'avais l'impression que tout le sang de mon corps s'était glacé. Et puis Zoé continua, le visage inondé de larmes. Si je ne suis pas une gentille fille, maman se fait punir. Papa frappe maman. Parce que je ne fais pas les choses bien. Zoé éclata en sanglots. C'était un fardeau bien trop lourd à porter pour une enfant de 5 ans. C'est ma faute, dit Zoé entre deux hoquets. J'ai mal mis mes chaussures. Le matin, j'ai mis la droite au pied gauche et la gauche au pied droit. Alors papa s'est fâché et maman? Elle ne put continuer. Maman est tombée dans les escaliers parce que je ne l'ai pas fait correctement. Maman s'est fait mal. Tout mon corps tremblait. Une enfant de 5 ans croyait que sa mère avait été blessée à cause d'elle, juste pour avoir mis ses chaussures à l'envers. Et chaque jour, elle essayait de protéger sa mère en économisant la moitié de sa nourriture pour la lui apporter. Quelles horreurs Derek avait-il inculquées à cette petite fille? Je serrai Zoé en pleurs dans mes bras. Son petit corps ne cessait de trembler. Les larmes coulaient de mes yeux. Zoé, écoute. Écoute bien. Je pris son visage entre mes deux mains. Je regardais son petit visage mouillé de larmes. Maman n'est pas blessée à cause de toi. Absolument pas. Confondre ses chaussures, ce n'est pas grave du tout. Tous les enfants font des erreurs. Tu n'as rien fait de mal. Pas une seule chose. Zoé me fixa avec un regard qui disait qu'elle n'arrivait pas à y croire. À partir de maintenant, tu n'as plus besoin de te retenir. Tout est pour toi. Tu peux tout manger. Les gens à l'hôpital s'assurent que maman a à manger. Tu n'as pas besoin de t'en inquiéter. Zoé s'accrocha à moi en pleurant. Ses petites mains agrippaient fermement ma chemise. Je continuai de la tenir. Je ne sais pas combien de temps passa. Je la tins jusqu'à ce que les pleurs de Zoé s'apaisent progressivement. Finalement, Zoé, épuisée, s'endormit dans mes bras. Je la portai au lit et la couvris doucement d'une couverture. Cette fois, elle ne se réveilla pas. Je retournai dans le salon et m'effondrai sur le canapé. Le visage de Derek flottait dans mon esprit. Ce sourire poli. Le citoyen honnête honoré par la communauté. Le père modèle qui faisait du bénévolat à l'église. Tout cela n'était qu'un mensonge. Il utilisait une enfant de 5 ans pour contrôler sa femme. Il avait fait croire à cet enfant qu'elle était mauvaise, lui avait appris qu'elle devait être obéissante pour protéger sa mère, et il avait probablement menacé sa femme en lui disant que pour le bien de l'enfant, elle ne pouvait pas se défendre. Je serrai les poings. Mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Derek allait payer pour ça. J'allais absolument protéger cet enfant et ma sœur. Une résolution inébranlable se cristallisa dans mon cœur. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le lendemain matin, en arrivant à l'hôpital, j'allai directement au bureau du docteur Helen Carter. Quand je frappai à la porte, Hélène me fit entrer avec un air surpris. « Meredith, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es pâle. » Je m'assis sur une chaise et lui racontai tout ce que j'avais entendu de la bouche de Zoé la veille. La règle d'apporter la moitié de sa nourriture à sa mère. Que si elle n'était pas sage, sa mère serait battue. Qu'on lui avait fait croire que sa mère était tombée dans les escaliers parce qu'elle avait mis ses chaussures à l'envers. L'expression d'Hélène devint peu à peu sévère. Cela doit être officiellement signalé au service de protection de l'enfance et à la police également. Je sais, mais nous avons besoin de preuves, n'est-ce pas? Je sortis mon smartphone avec des mains tremblantes. Après que Zoé se soit endormie la nuit dernière, j'avais photographié les bleus sur son dos. Ensuite, j'avais pris des notes détaillées sur ce qu'elle m'avait dit. Cela pourrait ne pas suffire, dit Hélène avec un visage sérieux. Regarde dans le dossier médical de Lorraine. Il pourrait y avoir un schéma dans ses visites passées. J'accédai au système de l'hôpital. En entrant le nom de Lorraine, son dossier apparut. J'eus le souffle coupé. Au cours des 2 dernières années, Lorraine était venue aux urgences 3 fois pour des blessures dues à des chutes. Il y a 1 an, elle était tombée dans les escaliers et s'était fracturé le poignet. Il y a 6 mois, elle avait heurté une porte et s'était fêlé une côte. Et maintenant, cette blessure grave due à une nouvelle chute dans les escaliers. C'était toujours le même schéma. Et à chaque fois, Derek l'avait accompagnée. Ses paroles étaient consignées dans les notes, « Ma femme est si imprudente. Elle est si maladroite. C'est frustrant. » Ce n'est pas une coïncidence, déclara Hélène catégoriquement. C'est un schéma typique de violence conjugale. L'abuseur accompagne la victime et contrôle ses contacts avec l'extérieur. Et la victime répète l'histoire créée par l'abuseur.
J'imprimais les dossiers. Ce seraient des preuves. Cet après-midi-là, je rendis visite à Lorraine dans sa chambre d'hôpital. Lorsque j'ouvris la porte, heureusement, Derek n'était pas là. Lorraine était assise seule dans son lit, regardant par la fenêtre. Lorraine. À ma voix, ma sœur se retourna. Meredith. J'approchai une chaise et m'assis près de ma sœur. Puis, doucement mais clairement, je dis, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que Derek te fait subir? Le visage de Lorraine se vida de ses couleurs. De quoi parles-tu? Je le sais par Zoé. Tout. Je pris la main de Lorraine. Elle croit que si elle n'est pas sage, maman se fait frapper. Chaque jour, elle essayait d'économiser la moitié de sa nourriture pour te l'apporter. Des larmes jaillirent des yeux de Lorraine. Ses lèvres tremblaient. Zoé essayait de me protéger. Oui. Lorraine se couvrit le visage des deux mains. Ses épaules tremblaient violemment. Je pensais qu'au moins je protégeais Zoé. Derek avait promis qu'il ne la toucherait pas. Mais ce n'était pas vrai, n'est-ce pas? Dis-je doucement. Même si Derek ne la touchait pas directement, il l'utilisait pour te contrôler. Lorraine commença à parler à travers ses larmes. Comment l'attitude de Derek avait changé 1 an après leur mariage. Au début, c'était de petites choses. Critiquer ses vêtements, lui faire annuler des projets avec des amis, contrôler strictement ses dépenses. Puis la violence verbale avait commencé. Il disait qu'elle était inutile, qu'elle ne pouvait pas survivre sans lui, qu'elle devait obéir pour le bien de Zoé. Finalement, la violence physique s'était intensifiée. Si elle résistait, il la frappait. Une fois, j'ai essayé d'en parler à une amie, mais Derek l'a découvert, trembla Lorraine. Il m'a frappé devant Zoé et a dit « Maman est punie parce qu'elle est méchante ». Zoé pleurait et s'excusait. Elle disait « S'il te plaît, pardonne-lui. Elle sera sage ». Je serrai ma sœur dans mes bras. « Ça va aller maintenant. Je vais vous protéger, toi et Zoé. » Je promis à Lorraine de la présenter à un avocat, de l'aider dans la procédure de divorce et de demander une ordonnance de protection. Pour la première fois, Lorraine me regarda avec de l'espoir sur le visage. Le lendemain, je me rendis au poste de police. Je demandai à voir l'inspectrice Maria Santos de la brigade criminelle. Santos était une femme dans la quarantaine au regard perçant. Je présentai toutes les preuves, le témoignage de Zoé, les photographies, le dossier médical de Lorraine et la déclaration de ma sœur. Santos écouta sérieusement et prit des notes. « Je vais enquêter », promit-elle. Quelques jours plus tard, Santos m'appela. « Meredith, pouvez-vous parler maintenant ?»« Oui. »« Vous devriez vous asseoir pour ça. » Il y avait de la tension dans la voix de Santos. J'ai enquêté sur la précédente épouse de Derek Miller, Amanda Miller. Elle est morte il y a 3 ans. J'eus le souffle coupé. La cause du décès était un traumatisme crânien dû à une chute dans les escaliers, soi-disant. Dans les escaliers, répétai-je. Exact. À l'époque, cela a été traité comme un accident, mais Derek a touché son assurance vie, 400 000 $. Mes mains tremblaient. De plus, j'ai vérifié l'assurance vie de Lorraine, 500 000 $. Le bénéficiaire a été changé pour Derek il y a 2 mois. J'avais l'impression que tout mon sang s'était glacé. Derek essayait de refaire la même chose. Il avait tué sa première femme et touché l'argent de l'assurance. Et maintenant, il prévoyait la même chose pour Lorraine. Il y a encore une chose, poursuivit Santos. J'ai examiné le compte bancaire de votre mère, Patricia Collins. Depuis 1 an, 2 000 $ y sont déposés chaque mois par Derek. J'étais sans voix. La main tenant le téléphone tremblait. Ma mère prenait de l'argent ? Oui. Régulièrement le 1er de chaque mois. Tout se connectait. La raison pour laquelle, lorsque Lorraine demandait de l'aide à plusieurs reprises, notre mère la repoussait en disant « Ne te mêle pas des affaires de couple ». Ma mère savait, et elle avait été payée pour garder le silence. J'agis maintenant, dit Santos. J'arrête Derek Miller pour tentative de meurtre, maltraitance d'enfants, fraude à l'assurance, et nous rouvrons l'enquête sur la mort de sa première femme. J'agis avec Santos par l'intermédiaire d'un avocat. Nous engageâmes la procédure de divorce de Lorraine et demandâmes une ordonnance de protection. Nous entamâmes également les démarches pour me transférer la garde temporaire de Zoé. Et je signalai ma mère, Patricia, pour destruction de preuves et complicité possible. 2 jours plus tard, Derek fut arrêté sur son lieu de travail. Il résista violemment. « C'est une erreur. J'aime ma famille », criait-il. Mais les preuves étaient toutes là. Le témoignage de Zoé, celui de Lorraine, les dossiers médicaux,
les soupçons sur la mort de sa première femme et le changement de bénéficiaire de l'assurance. La communauté était sous le choc. Ce citoyen modèle, ce bon mari honoré pour ses œuvres caritatives, était un meurtrier. Ma mère continua de nier, affirmant qu'elle ne savait rien. Mais les relevés bancaires ne mentent pas. Je suis allé voir ma mère au parloir du centre de détention. Je la regardais à travers la vitre. « Tu as vendu ta fille pour 2000 $ par mois. » Ma mère détourna le regard. « Tu es trop dramatique. Les couples se disputent partout. » Je me levai. « Ne t'approche plus jamais de nous. » Ce furent les derniers mots que je dis à ma mère. 6 mois passèrent. Le procès de Derek fit la une des journaux nationaux. La mort de sa première femme, Amanda, fut requalifiée en meurtre, et il fut inculpé de meurtre au premier degré, tentative de meurtre sur Lorraine, maltraitance d'enfants et fraude à l'assurance. Toutes les charges furent prouvées et Derek fut condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Son agence immobilière fit faillite et tous ses actifs servirent à dédommager les victimes. Au tribunal, Derek continua d'insister jusqu'à la fin qu'il aimait sa famille et que tout n'était qu'un malentendu, mais personne ne crut ses paroles. Ma mère, Patricia, fut reconnue coupable de complicité mais relâchée avec 3 ans de mise à l'épreuve. Elle devint complètement isolée de la communauté. Tous ses anciens amis prirent leur distance avec elle, la considérant comme la femme qui avait vendu sa fille pour de l'argent. Ma mère essaya de nous contacter, Lorraine et moi, à plusieurs reprises, mais nous ne répondîmes pas. Jusqu'à la fin, elle continua de dire « Ces filles exagèrent juste ». Elle n'exprima jamais le moindre remords. Lorraine se rétablit peu à peu. Ses blessures guérirent, mais les blessures de son cœur étaient profondes. Elle suit une thérapie pour le stress post-traumatique 2 fois par semaine. Elle fait encore des cauchemars parfois, mais elle a commencé à aller de l'avant. Le divorce a été finalisé. Lorraine a reçu une somme substantielle provenant des actifs de Derek et a loué un petit appartement près du mien. C'est un endroit lumineux avec vue sur un parc depuis la fenêtre. Elle a commencé un travail à temps partiel comme assistante bibliothécaire. L'environnement calme entouré de livres lui convient. Zoé a changé aussi. Les premiers mois, elle n'arrivait pas à perdre l'habitude de s'arrêter à la moitié de sa nourriture. Elle fixait son assiette et commençait à se lever. À chaque fois, je lui disais doucement, « C'est tout pour toi. Maman va bien. » Petit à petit, elle devint capable de finir ses repas. La thérapie spécialisée pour les enfants portait aussi ses fruits. Le Dr Johnson, son thérapeute, a ouvert le cœur de Zoé par le jeu. Grâce aux poupées, Zoé a progressivement réussi à exprimer ses expériences. « Ce n'est pas une méchante fille, n'est-ce pas ?» demandait Zoé à propos de la poupée. « Bien sûr que non. C'est une très gentille fille », répondait le thérapeute. Zoé a commencé à m'appeler Tata Marie. Au début, elle m'appelait formellement Tante Meredith, mais maintenant elle utilise ce surnom affectueux. Elle fait encore des cauchemars parfois, mais elle ne se réveille plus terrifiée en s'excusant comme avant. Quand elle se réveille, elle peut venir dans ma chambre et dire « J'ai fait un rêve effrayant ». Aujourd'hui, c'est dimanche. Nous 3, Lorraine, Zoé et moi, déjeunons dans mon appartement. Sur la table trône une grande marmite de pâtes à la sauce tomate, le plat préféré de Zoé. Zoé a fini sa première assiette. Elle a posé sa fourchette avec un air satisfait. Mais elle regardait son assiette, semblant un peu incertaine. Puis, d'une petite voix, elle a dit « Je peux en ravoir ». Il y avait encore un peu d'hésitation dans cette voix. Elle demandait la permission, mais il n'y avait plus la peur d'avant. Je souris. « Bien sûr, autant de fois que tu veux. » Le visage de Zoé s'illumina. Elle se leva et alla vers le comptoir de la cuisine pour se resservir une deuxième assiette. Alors que je la regardais de dos, Lorraine dit doucement, elle l'a dit pour la première fois hier. Dis quoi? Qu'elle était rassasiée. Sans laisser la moitié. Des larmes brillaient dans les yeux de Lorraine, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. J'acquiesçai. Ça prend du temps. Mais ça va aller. Zoé retourna à sa place. Elle commença à manger sa deuxième assiette de pâtes avec délice. Ses joues étaient pleines et elle souriait de contentement. Je me dis alors, ce ne sont pas les liens du sang qui font une famille. C'est la volonté de protéger qui fait une famille. Patricia a vendu son sang pour 2000 $ par mois. Derek a détruit sa famille par le contrôle et la violence tout en disant « Je vous aime ». Mais maintenant, à cette table, il y a une vraie famille. Une famille liée par quelque chose de plus profond que les simples liens du sang. Zoé rit et dit « C'est bon ». Elle a de la sauce tomate autour de la bouche.
Lorraine l'essuie doucement avec une serviette. Plus personne n'obligera cet enfant à se retenir. Plus personne n'utilisera cet enfant comme un outil de chantage. Zoé tendit la main pour une troisième assiette. Lorraine et moi nous regardâmes et rîmes. De l'autre côté de la fenêtre, la lumière du soleil d'automne brillait doucement. Une nouvelle saison était sur le point de commencer. Une nouvelle vie pour nous trois. Et à cette table, il y a toujours assez de nourriture. Personne n'a besoin de s'arrêter à la moitié. Ici, l'amour signifie la liberté, pas le contrôle. C'était la forme de la famille que nous avions construite.